Hystériquement Vôtre, un podcast produit par Autant Tenté, imaginé, écrit et présenté par Léa Diane et Antea Pétel. Les podcasts des artistes en feu. Femmes cis, trans et non-binaires qui en ont marre de la fermer. 2 podcasts en un qui partagent des histoires passées et contemporaines d'artistes, de leurs inspirations à leurs expirations créatives. Une série d'épisodes qui vous emmènera dans un monde de femmes cis, femmes trans et de non-binaires, inspirées et inspirantes et qui vous ouvrira les portes de leurs pensées, leurs motivations et leurs secrets d'artistes. Voici votre épisode d'Hystériquement Vôtre. Merci à vous, bande d'auditeurs en or. Sachez que pour ceux qui écoutent jusqu'à la toute fin de cet épisode, vous aurez une petite surprise, bande de chanceux. Bonne écoute. Sachez que les 2 parties du podcast ont été pensées pour être écoutées indépendamment l'une de l'autre et dans l'ordre qui vous convient. Allez fouiner, farfouiller dans les thèmes qui vous parlent et qui vous touchent. Et faites-nous en part sur nos réseaux sociaux, on sera ravis d'en parler avec vous. Et du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie, qui normalement n'est pas la mienne, mais Antea est en Sicile, elle est dans un musée à Palerme, je sais pas trop ce qu'elle est en train de faire, mais elle est occupée. Voilà, donc on va pouvoir passer à sa partie. On va s'en charger. Comme des grandes. Donc Astrée, nous venons de faire la première partie que vous pouvez écouter, vous auditeurs de ce podcast Hystériquement Vôtre. Donc on vient de faire la première partie, comment tu reçois, sur l'inspiration, sur tout ce qui se passe dans sa vie et comment elle a réussi à prendre les petits trucs par-ci par-là pour en faire ce qu'elle est maintenant et créer ce qu'elle crée actuellement. On parle de BDSM, on parle de syndrome de l'imposteur, on parle de plein de choses deep mais très chouettes. Je vous invite à aller écouter ça. Bonjour Astrée, rebonjour Astrée. Du coup, on peut commencer par la première question. Qu'est-ce que c'est la vie d'artiste pour toi ? Parce qu'on dit souvent que l'art, c'est pas un métier facile, c'est pas quelque chose... qui est un 9 to 5 absolument normal chez les gens qui font des études, puis qui travaillent, puis qui sont à la retraite. Voilà, donc on a choisi d'être dans un autre monde. Comment tu définis la vie d'artiste pour toi ? Déjà, c'est une galère. Première chose, Oui. mais personnellement, c'est une galère que je suis très heureuse de vivre. Parce que j'ai déjà essayé d'avoir des métiers un peu plus mainstream. J'ai fait de la resto, j'ai essayé de faire enfin, j'ai vraiment essayé. On ne pourra pas me reprocher ça, j'ai fait des efforts. Et en fait, dans cette sensation dans le fait de bosser tous les jours pour un patron, de te lever pour avoir une fiche de paye, j'avais vraiment cette sensation en arrivant au taf, entre le moment où j'arrivais et le moment où je repartais, que ma vie était mise en pause. Et j'aime pas du tout cette sensation-là parce qu'il arrive rapidement un moment où tu passes plus de ton temps de vie au travail que pour toi, tout simplement, passer du temps pour toi. Et en fait, l'idée d'avoir la majorité de ma vie sur pause ne me convient pas du tout. Et le fait d'essayer de vivre en faisant de l'art tous les jours, ou le maximum, en tout cas, le maximum que je puisse faire, ça me donne la sensation que peut-être, en effet, je contribue pas à la société, que je me rends pas service pour m'en sortir dans la vie financièrement, tout ça. Par contre, j'ai jamais l'impression que ma vie stagne. J'ai l'impression qu'elle est constamment en train d'avancer. J'ai l'impression que même quand il se passe rien et que je suis productive artistiquement, j'ai quand même des réflexions qui se font et mon cerveau, il est jamais en catatonie comme quand je pouvais être derrière un bar à attendre que ma fin de service arrive. Donc, même si c'est une vie qui permet pas la vie en société comme on l'entend dans la majorité du débat public en tout cas, c'est une vie qui te laisse pas vraiment le temps de te mettre sur pause et c'est
c'est un mode de vie qui te pousse à avancer et à évoluer, même si c'est petit à petit, même si on s'en rend pas forcément compte. Il y a toujours des évolutions qui se font, que ce soit en termes de réflexion, en termes d'avancée personnelle. J'ai l'impression que ma vie, elle continue à avancer en permanence. Et t'en as Et besoin. voilà, le fait d'avoir une vie en inertie, ça fait du bien, tout simplement. Même si c'est la galère, franchement, j'abandonnerai pas cette galère pour retourner dans une espèce de facilité catatonique. Au moins là, j'avance. Oui, qui peut être aussi une galère dans l'idée où moi je pense que j'ai moins essayé que toi parce que au début quand je t'ai connu, ouais, t'étais au bar, tu faisais des pizzas, tu faisais à chaque fois que je te voyais, tu faisais un autre truc et effectivement, moi j'ai testé un peu les boulots d'été et tout, très très vite, je me suis dit ah non, c'est mort. Donc effectivement, oui, c'est un cadeau que tu te fais et en même temps c'est un travail sur toi parce que c'est aussi comment tu vis le fait d'être en décalage un peu, enfin pas en décalage, mais de pas être dans le même monde. Parce que la question d'après, c'est comment tu fais pour expliquer ce que tu fais à tes proches. Et je pense que, enfin, Antea, ce qu'elle voulait dire par rapport à ça, c'est comment est-ce que tu es bien dans tes pompes par rapport au choix que tu as fait, artistique et de vie, comparé à d'autres personnes. Je sais pas si tu es en coloc avec des personnes qui sont pas du tout de ce monde-là, ou que tu côtoies des gens qui sont des travailleurs de se lever à 7 heures et de se coucher à 21 et recommencer le lendemain. C'est comment tu fais je suis en train de me perdre dans mes questions. Comment tu fais pour vivre ce décalage enfin, un décalage, je suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais... Si, décalage, c'est un très bon mot. Parce que oui, alors je vis en coloc avec deux personnes féminines qui ont toutes les deux un travail salarié, donc. Euh, et en fait, alors, j'ai une coloc qui comprend très très bien ce que je fais, et donc avec laquelle, si tu veux, on n'a pas on se voit pas à travers, on se voit pas en tant que personne par le prisme du travail qu'on fait. Hyper intéressant ça. On comprend, on admet, voilà, point barre. Il y en a une autre avec laquelle ça a été un peu plus compliqué à un moment donné, et aujourd'hui, juste, on n'en parle pas. Ok. Mais en fait, très vite dans ma vie, alors, déjà quand j'ai fait de l'art, ça s'est ressenti, mais c'était encore plus radical quand j'ai commencé le travail du sexe. C'est que tu finis par ne plus fréquenter que des personnes qui font la même chose que toi. Tu finis par ne plus fréquenter que des artistes. Et très vite, tu finis par fréquenter énormément d'autres travailleuses du sexe. Ouais. Et donc voilà, au final, tu n'as plus vraiment besoin d'expliquer ce que tu fais à ton entourage, parce que soit ton entourage fait la même chose que toi, soit tu as fini par être entouré par des personnes qui sont tolérantes au point de ne pas avoir cette lentille-là pour te visualiser, quoi. Il y a d'autres paramètres beaucoup plus importants qui nous définissent en tant que personne. Grave. Et donc au final, bah ouais, je fais ça dans ma vie. Ok. Voilà. Et c'est pas les questions principales qu'on se pose au final. Mais après, si pour les personnes qui ne sont pas dans ces deux situations-là, qui sont ni dans les mêmes milieux que moi, ni qui comprennent ou tolèrent absolument, soit j'explique pas du tout, parce que j'ai été confronté à beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'intolérance par rapport à ce que je faisais. Au bout d'un moment, c'est juste fatigant. Ouais, d'éduquer les autres. Et la flemme, quoi. Donc, il y a certaines personnes à qui je n'explique plus du tout. Et ces personnes-là à qui j'explique pas, bah, chacun sa vie et chacun de son côté. Voilà, je les fréquente pas tant que ça au final. Donc, le tri, il se fait plus ou moins naturellement à un moment donné. Oui, de ouf. De ouf. En plus, c'est. Enfin, ouais.
Très bonne réponse, parce que comment tu fais pour expliquer ce que tu fais à tes proches? J'ai pas à leur expliquer, parce ils savent qui je suis, ils savent ce que je fais, et puis s'ils sont pas assez tolérants, et si elles sont pas assez tolérantes, euh, eh bien, merci, au revoir, soyez heureux, mais loin de moi. Ok, trop bien. Pour qui est-ce que tu fais de l'art? On en a un peu parlé dans la première partie, mais quand tu crées, euh, pour qui tu fais ça? Est-ce que tu fais ça pour toi? Est-ce que c'est des commandes éventuellement? Comment tu comment tu Euh, te places par rapport à ça? Ça dépend. Il y a la première fois que j'ai le premier dessin que j'ai sorti, vraiment, je l'ai sorti pour moi, parce qu'il voulait sortir en fait. Et, mais on m'a déjà passé des commandes et j'en ai déjà fait. J'ai un petit peu plus de mal à travailler quand on me demande quelque chose que j'ai pas moi-même décidé à la base. Ok. Donc, quand j'ai une idée, elle vient souvent de moi en fait. Par contre, quand je la réalise, je la fais pour tout le monde parce que, comme je disais dans le podcast d'avant, j'ai un style dans lequel je me laisse partir en vrille et faire plein de petits détails. Et, Pour l'amour des détails. et c'est des détails qui sont aussi des fois là pour les autres. Hmm. Quand j'ai une idée, je suis productive quand l'idée vient de moi, mais dans la réalisation, j'aime bien que ça parle à tout le monde. Je fais ça à la fois pour moi et à la fois pour tout le monde. Ok. Donc t'as ce Voilà. besoin quand même euh, que ce soit compris, que ce soit reçu, parce que est-ce que tu fais quand même des choses, des dessins ou du BDSM ou autres qui sont que pour toi, que tu ne montres à personne et qui sont qu'intimes? Alors oui, des fois, je m'attache toute seule avec des cordes en shibari. J'aime beaucoup faire ça, c'est parce que j'expérimente et quand je suis toute seule, j'ai pas peur d'expérimenter. Voilà, j'ai beaucoup moins ce flip de faire mal à quelqu'un d'autre. Hmm. Dans le dessin, un peu moins. Il n'y a pas énormément de dessins que je garde pour moi. J'aime beaucoup donner les dessins que je fais, d'ailleurs, c'est un détail. Par contre, j'écris aussi, j'écris pas mal. Et ça, par contre, c'est un truc que je fais beaucoup plus pour moi, justement. Ok. L'écriture, c'est un truc que j'ai beaucoup plus, un truc beaucoup plus personnel. Ok. Donc ouais, ça dépend des formes d'art. Mais ouais, à un moment donné, j'ai cette espèce de recherche de la catharsis, Hmm. tu sais, la catharsis. Ouais, enfin, je pète un câble, j'ai envie de m'attacher toute seule, quoi, parce que parce que ça fait des sensations qui sont un peu inédites aussi, et je vais chercher ça. J'ai plusieurs démarches différentes, mais oui, il y a certaines choses artistiques, certaines productions artistiques que j'ai qui sont juste pour moi. Ok. Et à aucun moment quand tu le crées, tu te dis, ah, je pourrais le mettre sur Insta ou je pourrais le partager ou quoi. T'es à fond dans cette transe et se laisser aller et dans le ça sort, c'est bon. Ouais, déjà de base, je vais faire une comparaison un peu claquée, mais je j'ai pas l'habitude, tu vois, par exemple, de prendre des photos des choses. Je suis pas vraiment une personne qui a le réflexe naturel de, de partager ou de capturer. Same. J'aime bien vivre les trucs sur le moment, j'aime bien profiter des choses avec mes yeux quand je les vois. Hmm. Et ouais, quand je fais un dessin, j'ai pas forcément à l'idée de le mettre sur Insta. J'ai très peu de dessins sur Insta, alors que j'ai beaucoup de dessins à moi sur papier. Je sais pas vraiment ce qui me pousse quand je partage un dessin, je sais pas vraiment ce qui me pousse à le faire. C'est une très bonne question et je suis pas sûr d'avoir vraiment la réponse pour le coup. Donc, pas obligé d'avoir de réponse. Mais ouais, j'ai pas le réflexe naturel de partager et capturer les choses avec mon téléphone ou avec Hmm. un appareil photo. J'aime bien vivre les choses sur l'instant présent. Et quand je les partage, je sais pas, peut-être que j'ai une recherche peut-être qu'à dans ces moments-là, je suis dans une recherche de gratitude, justement, tu sais, de réaction de la part des autres. Je comprends. Je vois pas pourquoi je le partagerais autrement que si je voulais une réaction, en fait. Ok, bah c'est ton c'est ton prisme, c'est tout à fait légitime. Ok, d'accord,
J'ai eu plein d'infos en même temps dans ma tête. Ok, donc du coup, tu es dans une démarche de les privilégiés peuvent avoir des dessins et avoir des petits cadeaux comme ça, surprise, qui font bien plaisir. Et le reste, tu le gardes pour toi. Mais du coup, je pense qu'on est... Enfin, moi, je suis pareil. J'ai un classeur rempli avec des dessins que j'ai kiffé faire pour moi, mais que, en fait, ils sont même pas affichés dans mon appart. Ils sont juste là. Et je les redécouvre de temps en temps. Comment tu vis ces moments où tu les retrouves? Où tu retrouves des parties, des périodes de ta vie ou des moments de production intense ou des moments un peu plus avides Ben, j'aime bien en vrai ces petits moments de bulle où, ouais, où je me perds, où ça me rappelle, où en fait, ben, vu que je dessine des concepts qui sont souvent pas très concrets, des fois mon dessin il cristallise aussi un moment, le moment où je l'ai fait, la période à laquelle je l'ai fait, l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, Hmm. les personnes qui étaient dans la pièce à ce moment-là, enfin, ça cristallise plein de trucs et ça j'oublie. Et je redécouvre quand je me replonge à des moments, donc c'est des petits moments de bulle, de souvenirs que j'aime bien me disséminer à certains moments. Pareil, quand ça va pas trop ou quand j'ai besoin de reconnaissance, je me rappelle aussi des réactions que les gens ont eues quand je leur ai montré le dessin après l'avoir fait. Ça, pour le coup, c'est un truc dont j'aime bien me rappeler, la réaction des gens. Ouais, donc je pense qu'il y a aussi encore une fois ce truc-là de casser le syndrome de l'imposteur en revenant dessus. Hmm. En te rappelant ce que les gens ont pu penser de positif quand tu l'as fait sur le moment. Voilà. Et souvent, quand je fais un dessin, c'est dans un moment émotionnel assez fort. Et, euh, et ça fait du bien de se rappeler de ce genre de moment-là, quoi. Et du bien que les gens ont pu te faire, te renvoyer à toi. Ok. Et le bien que toi, tu as pu ressentir en le faisant, tu t'en rappelles ou est-ce que ça s'estompe plus vite que les réactions des autres? Bah, c'est plus ou moins connecté. Je le retrouve aussi quand je me replonge dans les dessins que j'ai fait il y a longtemps. Tout vient plus ou moins en même temps, tu vois. C'est une grosse soupe émotionnelle où ça me fait un gros frisson et après j'arrive à identifier ce qui s'est passé et je prends un petit peu de recul et je vois mieux. Mais au début, ouais, voilà, c'est ça, c'est un petit peu un électrochoc de oh mon dieu, c'est tout ça. Et ensuite, petit à petit, je me rappelle de ce qui m'a fait du bien individuellement. Et, et c'était quoi la question? C'était, est-ce que... ça m'arrive tant de fois. C'était... bah justement, t'as répondu. C'était qu'en est-il de comment toi, t'as ressenti... ce que toi, t'as vécu pendant que tu faisais le dessin? Comment tu t'en souviens une fois que tu retrouves un dessin? Est-ce que ta réaction et ce que t'as vécu pendant que tu faisais le dessin s'estompe plus vite? Enfin, le souvenir en tout cas de ta réaction et de ce que tu as vécu, est-ce que ça s'estompe plus vite que le souvenir de ce que les gens t'ont renvoyé et des retours qu'ils t'ont fait et des compliments, etc. Sur le moment, ce que disent les gens, ça reste plus, je trouve. Ok, En tout cas, moi, c'est ce qui me reste le plus. C'est ce que les gens en pensent au final. ouais. Ok, ok, c'est hyper... c'est trop cool. Enfin, c'est trop cool, c'est hyper intéressant, mais j'arrête pas de dire intéressant. Il faut que j'arrête de dire ce mot. Dans tous les podcasts, je suis juste en train de dire waouh, c'est vraiment intéressant, mais on dirait que je m'en fous, mais en fait, je suis juste en mode j'ai pas d'autres mots. Je le prends, hein, il n'y a pas de souci. À quoi ça ressemble une journée avec toi? Une journée hein, dans ta peau d'artiste, dessinatrice, écrivaine, BDSMiste. Je ne sais pas comment on dit. Aujourd'hui, en ce moment dans ma vie, c'est une très bonne question. Euh, à une époque, j'étais beaucoup plus tranquille. Où, à une époque, si tu remontes quelques mois en arrière, j'étais beaucoup plus tranquille. Tu passais une journée en ma compagnie, tu pouvais plus ou moins t'attendre à ce que voilà, ce soit calme le long de la journée. Je sois un petit peu plus active en fin de journée parce que j'ai ce genre de rythme.
Aujourd'hui, dans ma vie, je suis beaucoup plus imprévisible, beaucoup plus en mouvement qu'à une certaine époque. Je fais beaucoup plus de choses, pas forcément dans l'artistique. J'ai repris une vie militante active, par exemple, notamment, qui fait que je bouge énormément, je rencontre énormément de personnes. Je fais beaucoup plus de trucs aujourd'hui. Je travaille aussi beaucoup plus. Et aujourd'hui, c'est un peu plus imprévisible ce qui peut se passer dans une journée avec moi. Donc, euh, donc en plus, je suis pas forcément productive artistique tous les jours. Je peux disparaître, par exemple, pendant un certain temps dans la journée et réapparaître plus tard avec une proposition, je sais pas, de soirée ou d'événement ou de rencontre euh, un peu fortuite. Je me libère de plus en plus sur la question de la barrière entre sexualité, ressenti et pratique toute simple, détachée de tout ça. Donc par exemple, je propose énormément des séances de cordes aux gens aujourd'hui. Voilà, une journée avec moi, j'aime bien partager ce que je fais et je fais des trucs un petit peu. J'aime me dire que je fais des trucs un petit peu atypiques. Ok. Aujourd'hui, dans ma vie aujourd'hui, j'aime me dire qu'une journée avec moi serait un petit peu atypique. C'est peut-être pas une promesse, mais ce serait cool que que quelqu'un puisse me confirmer ça. J'aime bien me dire ça. Ce serait cool que quelqu'un me le confirme. Oui, bah après, moi je te le confirme parce que de ce que je te connais, je ne saurais pas confirmer sur ce point-là, mais en tant qu'artiste, pour moi, la vie d'artiste, c'est ça aussi. Et c'est trop bien que tu sois arrivé à ce stade-là d'écoute de toi et et de moments de travail, moments d'inspiration, moments de rien, et c'est ok. Moment de disparition et on ne sait pas trop ce qui va se passer après. Et même s'il se passe rien, c'est ok, tu vois. Juste, t'as le droit de rien faire de ta journée et de... Parce que moi, je considère aussi que dans nos arts et dans beaucoup d'arts, c'est vivre qui t'inspire, en fait. Donc si tu cours à droite à gauche tout le temps, c'est ce que j'ai fait pendant mes 3 ans d'école, j'ai pas du tout été une bonne artiste. Non, pas le bon mot. Mais j'ai pas du tout été une bonne personne saine, dans le sens où je m'écoutais pas et et où c'est facile en fait de suivre le rythme des autres. De se dire, bah, ma journée c'est je me lève à 8 heures, à 9 heures je vais en cours, à 13 heures je sors, à 13h30 je vais manger avec des copains, l'après-midi je fais un peu mes devoirs, mais bon, on verra bien. Le soir on fait des soirées jusqu'à point d'heure et on recommence le lendemain. Enfin, c'est facile en fait de courir tout le temps. Pour le corps, ça l'est beaucoup moins, parce que pour le corps et le psyché et autres, c'est beaucoup moins facile parce que lui, il est juste là à vouloir freiner des cas de fer en disant oh, mais tu fais une sieste de temps en temps ou tu prends soin de toi, mais va chez le coiffeur, va prendre soin de toi, va faire un petit massage, un truc, mais prends le temps. Donc très très bonne réponse. De toute façon, effectivement, oui, c'est un rythme qui est instable et c'est ça qu'on kiffe. Parce que sinon, on ferait des tafs de journée où on ferait tout le temps la même chose et où on attend de nous que ce qui est écrit sur un papier. Et voilà, alors que là, rien n'est défini et c'est ça qui est encore mieux. Qui est instable, inconfortable, mais c'est dans l'inconfortabilité que se créent beaucoup de choses trop cool. J'avais une prof à l'école qui cherchait justement l'intranquillité de l'acteur, qui disait je veux pas que vous soyez à l'aise en fait, je veux pas que vous soyez. Enfin, à l'aise, c'est pas le bon mot parce qu'on dirait qu'on était maltraité, mais pas du tout, c'était trop bien. Euh, c'est. Ouais, l'intranquillité de l'artiste et l'intranquillité de l'acteur, c'est justement, t'es dans cette, bah, on en parlait dans le premier podcast, t'es dans cet entre-deux, de ton conscient, inconscient, trance, contrôle, t'es un peu sur le fil du rasoir et c'est là que se créent plein de choses trop cool quand tu commences à lâcher le contrôle et qu'il y a le lâcher prise qui arrive, que le lâcher prise
t'accompagner un peu du contrôle et qu'il y a un bel équilibre en fait, c'est là que se créent plein de choses trop, trop chouettes et vraies surtout, justes et en accord avec toi quoi. Mais ouais, parce que c'est facile de se mettre en pilote automatique. En plus, nous, on est jeunes. Et donc, à un moment donné, c'était super simple de laisser les autres décider pour nous. Moi, je l'ai beaucoup fait, en tout cas, aussi. Et tu vois, par exemple, il y a cette phrase qui, je trouve, gangrène un petit peu, en quelque sorte, les rapports humains. C'est comme tu veux. Que je trouve, on se dit énormément. Tu sais, ça paraît tout con comme ça, mais au final, c'est facile de se prendre au jeu du laisser les autres décider pour nous, se caler sur le rythme des autres, alors que on n'est même pas forcément obligé de se fixer des objectifs, mais quand on se laisse la possibilité d'évoluer dans une direction, en se disant bon, on va voir, je vais donner de mon mieux, d'un coup il se met à se passer plein de choses. Et tu t'y attends jamais, mais pour autant il va quand même se passer des choses imprévisibles. Bon, donc pour répondre à la question de base, je pense que si on passe une journée avec moi, ce sera imprévisible parce que personnellement, j'ai décidé au maximum de suivre cette ligne de conduite qui veut d'arrêter de laisser les autres décider, qui veut d'arrêter de dire aux autres comme tu veux et de faire les choses comme j'en ai envie. Et si jamais il faut faire passer un petit message à la fin de ce podcast, bah voilà, c'est d'essayer de faire ça au maximum. On arrive à se dire ça, tu vois, pour qu'est-ce qu'on va manger à midi, comme tu veux. Je suis en train de me perdre un petit peu. Non, c'est hyper intéressant. Meuf. Mais, enfin oui, alors que petit à petit, si jamais on se met à dire ce qu'on veut, bah c'est la manière la plus efficace de l'obtenir. Ouais. Dit comme ça, je sais pas, c'est peut-être un petit peu condescendant et cynique. Non, c'est simple, en vrai. Ouais, si on dit les choses, waouh, magie, on les obtient. Oui, c'est ça, ouais, grave. Il y a un bouquin qu'il faut absolument que je lise et dont j'ai un pote qui arrête pas de me parler, qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'être. Et rien que le titre, effectivement, c'est insoutenable à quel point la vie est simple, normalement. Si nous, occidentaux, qui vivons bien, on a énormément de chance. On a un toit sur notre tête, on a des gens autour de nous, on a de quoi remplir notre frigo. C'est à partir de ce moment-là, enfin c'est pour ça après il y a énormément d'autres débats qui peuvent découler de tout ça, mais on se fait chier quand c'est trop simple, je crois. Et donc du coup on veut tout complexifier comme si ça allait rendre la vie plus excitante, etc. Alors que ce qu'il y a justement d'excitant, c'est quand tu sais pas ce qui va se passer après, mais que tu sais que tu vas vivre, tu sais que tu vas être en bonne santé, tu sais que tu vas pouvoir continuer de faire plein de choses chouettes dans ta vie, mais tu sais pas quoi exactement, et c'est ça qui est trop cool. Et effectivement, c'est une bonne analyse du comme tu veux, quoi. Effectivement, la majorité du temps, arrêtons à moins que tu sois vraiment dans un mood de consentement, de laisser aller et oh là, tu peux me proposer telle chose comme tu peux me proposer son contraire. Je crois que je vais être plus ou moins OK avec ça, donc comme tu veux. Là, je crois qu'on est bon. Mais qu'en général, le comme tu veux, il y a énormément de personnes qui surfent sur ça. Et moi, j'ai fait ça aussi pendant des années, parce que effectivement, on se répète, mais c'est facile, quoi. C'est parce que à aucun moment dans une vie, si on n'a pas une vie d'artiste ou une vie de spirituelle ou d'écoute de soi ou d'alignement avec ton toi intérieur, je crois que c'est facile de passer toute sa vie à pas savoir ce que t'aimes vraiment en fait, à pas savoir ce qui te plaît, à pas. Enfin moi j'ai autour de moi, je suis allée voir ma grand-mère par exemple la semaine dernière, allez voir vos grands-parents, prenez des nouvelles de votre famille, petit aparté. Si elles sont saines pour vous. Si elles sont saines pour vous évidemment. C'est pas parce que vous êtes du même sang que vous êtes obligé de vous aimer, mais si vous vous aimez, faites-le plus régulièrement et ça leur fait toujours plaisir.
Mais justement, j'ai passé quelques jours avec ma grand-mère et je me suis rendu compte que je m'entends beaucoup mieux avec elle qu'avec d'autres personnes qui sont plus proches au niveau des générations, au niveau de l'âge, beaucoup plus proches de moi, et pourtant si loin psychologiquement, parce que on n'a pas du tout eu les mêmes vies et parce que ma grand-mère, elle n'a pas eu le choix, elle n'a pas eu beaucoup de choix dans sa vie étant jeune, mais elle en est arrivée à justement avoir une force intérieure de se dire là maintenant, et depuis 50 ans elle est arrivée en France, elle est italienne, euh, elle a eu le choix, elle a eu peu de revenus par-ci par-là, mais avec mon grand-père, ils en ont fait des choses bien, et c'est les choix que tu fais dans ta vie qui font de toi qui tu es actuellement, et pas ce que les autres disent de toi, parce que finalement, beaucoup de personnes aussi, je suis en train de me perdre, mais c'est ça qui est cool dans ce podcast, beaucoup de personnes vivent par ce qu'on attend d'eux. Tu es comme ça, donc du coup, c'est ça que dont on a parlé un petit peu, mais toi, c'est pas tout à fait ça ton regard sur toi-même. C'est, j'espère que tu n'es pas dans cet état d'esprit de je ne suis que ce que l'autre voit de moi. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent que par ça, en fait, et encore une fois, moi y compris pendant des années, parce qu'on m'a toujours dit non, mais Léa, elle est toujours gentille, Léa, c'est la bonne patte, etc. Mais je peux être qui je veux, en fait. C'est moi qui choisis si j'ai envie d'être gentille. Je peux être la dernière des connes, comme je peux être quelqu'un de très intelligent. Je, je reflète ce que tu es avec moi, et non pas ton regard sur moi, et non pas ce que tu attends de moi, etc. Et encore une fois, pour revenir à ma grand-mère, elle a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Elle a pas eu une enfance de ouf. Elle a pas été beaucoup à l'école. Je crois qu'elle a fait genre 1 an et demi d'école. Mais elle me défonce au Scrabble. Genre, c'est vraiment une meuf pour qui j'ai énormément de respect parce qu'elle a pas laissé aux autres la capacité de dire elle est comme ça, elle restera comme ça, ça se fait beaucoup dans les petits villages italiens et dans des petits villages en général où la mentalité est vite restreinte. Euh, voilà, elle est qui elle est, elle a fait ce qu'elle voulait et elle a, elle a suivi ce que son cœur lui disait et souvent son cœur lui a donné raison. Plein de gens lui disaient ah, t'es sûr que tu veux faire ce placement financier? Vous avez pas beaucoup d'argent quand même ou quoi? Il y a 30 ans, 40 ans, ils ont acheté 2 appartements sur plan en Italie, à un endroit où il y avait que des moustiques, que de la merde. Et ils se sont dit, on va le tenter. Bon, à l'époque, ils ont payé, je crois, 1 ou 2 millions de francs ou de lire. Ouais, c'était des lires. Et ça équivaut à 5 000 balles. Mais c'était quand même énorme à l'époque pour ce qu'ils gagnaient. Et là maintenant, c'est ce genre de station balnéaire de fous à côté de Venise. Et s'ils revendent les appartes, ils se font les couilles en or. Donc en fait, c'est... Voilà, ose, fais des trucs, tu vas te casser la gueule, mais sois toi-même et elle a pas la vision spirituelle que j'ai de se dire t'as écouté ton cœur et t'étais en accord avec toi-même. Elle a pas le même vocabulaire, mais en soi c'est ça. Elle a juste dit mon petit doigt me dit que je dois acheter cet appart. Tout le voisinage lui dit oh quand même y a rien et des moustiques, c'était des marécages vraiment. Il y a juste un mec qui est arrivé qui a dit on va mettre des immeubles là, là et là. Et finalement, ça a fleuri, ça a fait des trucs magnifiques. Et voilà, écoute-toi et tu te donneras toujours raison, je crois. Et oui, et puis on n'a jamais vraiment ce qu'on mérite. Donc de toute façon, enfin, il y a des gens qui vont attendre des résultats et je pense pas qu'on soit véritablement prédestiné à, ouais, aux choses qu'on attend de nous. Et Hmm. il y a il y a une phrase, une très jolie phrase à la fin du documentaire Paris is Burning qui parle énormément, je trouve, dans ce genre de contexte. Euh, c'est tirer une flèche dans les airs et si elle va haut, ben tant mieux.
Donc voilà, on n'a pas ce qu'on mérite, mais tentez-le de toute Oui. façon. Et si ça marche, bah tant mieux. Ouais, c'est une chanson de Ben Mazué aussi qui dit mon copain me défoncerait parce que j'ai pas le truc exact. Non, c'est faux, c'est un amour. Euh, c'est l'important, c'est pas de vouloir accéder à la cible, mais c'est de la viser. Voilà, accéder à la cible, je suis pas sûre de la première partie de la phrase, mais en gros c'est ça, c'est que c'est vise les étoiles et tu atterriras dans la lune. En gros, si on parle en mode Facebook. Mais grave, grave. Moi, j'ai toujours. En vrai, c'est va, fais, et tu verras ce qui se passe. De toute façon, on va se passer des choses. Oui, oui, si t'as envie qu'il se passe des choses, c'est pour ça que je pense que je sais pas ce que tu voulais dire et je suis intéressée par le côté on mérite, on n'a pas ce qu'on mérite, enfin on n'a pas toujours ce qu'on mérite. Euh, mais moi je crois que si tu veux quelque chose, t'auras un truc qui y ressemble et parfois t'auras bien plus que ce à quoi tu t'imaginais parce que t'as tenté, juste parce que tu l'as fait. Et il y a des fois où faut le tenter, faut le tenter. Faut avoir les genoux qui tremblent les premiers mois et de dire où est-ce que je vais avec ça, mais après ça viendra et tu vas rencontrer les personnes qu'il faut. Parfois tu vas pas rencontrer des personnes saines pour toi, mais je pense que les deux piliers, c'est fais et écoute-toi. S'il y a des personnes, tu te rends compte qu'elles sont pas faites pour toi et qu'elles vont... Que ce serait cool si elles étaient chouettes, ce serait cool si votre relation était saine parce que ça pourrait faire avancer ton business ou ta vie ou ta carrière ou ton art. Ça pourrait le mettre d'un coup au premier rang. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Enfin, je crois vraiment au fait il y a un temps pour tout. Des fois, tu dois faire comme Astrée et disparaître pendant un moment, te faire ton cocon et t'écouter. Et après, tu ressors et tu dis OK, game on. Maintenant, on peut faire des trucs. Alors, il reste deux petites questions. Pour toi, ça sert à quoi une artiste? Oh, Tintin. vous êtes sans pitié. Parce qu'on parlait aussi. Si, enfin, voilà, si ça peut t'aider, c'est. On a parlé encore une fois du syndrome de l'imposteur, etc. C'est toujours plus ou moins lié à ça, et surtout lié aux 2 ans bien difficiles qu'on a passés à base de non nécessaires. Euh, voilà, à quoi ça sert pour toi, une artiste? Encore une fois, tu peux déconstruire la question et répondre à côté. Tu peux répondre qu'à une partie de la question. Tu peux, enfin voilà, tu en fais ce que tu veux. La question, elle est là, et ce qui est intéressant, c'est ton point de vue par rapport à ça, et pas de répondre texto. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ben là, dans les 2 dernières années, euh, où il s'est pas passé grand-chose, alors qu'en fait, si, il s'est passé énormément de choses. Hmm. Mais dans les 2 dernières années où on n'est pas beaucoup sorti, euh, où la profession de l'artiste a été énormément mise en difficulté, bah, on s'est quand même rendu compte, comme beaucoup de gens l'ont observé déjà et l'ont déjà dit, on a quand même vu que ce qui nous a aidé à tenir beaucoup, ça a été des choses qui ont été en rapport avec l'art. Hmm. Clairement, quand les cinémas ont ouvert, les gens se sont rués au cinéma. Enfin, en dehors de l'alcool, enfin, ça a été le truc qui nous avait rassemblés le plus vite quand on a pu ressortir, et c'est les trucs qui nous ont aidé à tenir quand on a été enfermés. Ça et le papier toilette, personne n'a bien compris, mais Oui, oui, mais voilà, 2 choses qui aident à tenir plus ou moins tout le temps au final, ouais. mais qui ont surtout aidé à tenir pendant la pandémie. Hmm. Déjà, on a vu là que ça a aidé plein de personnes à tenir. Ça nous a aidé à faire passer le temps. Ça nous a aidé à sortir un petit peu de nos quotidiens, là où on ne pouvait pas sortir physiquement. Hmm. Euh, et même au-delà de ça, avant, moi personnellement, j'étais une gamine introvertie.
et je me planquais énormément dans l'art, donc c'était déjà un échappatoire alors qu'on n'était pas confinés, quoi. C'est... Et je pense que les artistes, ils servent à ça. C'est eux qui créent les ponts euh, vers ce... C'est eux qui créent les ponts vers cet imaginaire qui nous fait nous barrer de cette réalité qui craint, dans laquelle on va au ciné, ou dans laquelle on prend de la drogue, ou dans laquelle on fait tout un tas de trucs justement pour pas y être, pour faire autre chose. Et, et les artistes servent à conserver un petit peu cet imaginaire qui nous aide à pas devenir tarés dans ce monde qui est de plus en plus taré qui nous entoure. Donc je pense que surtout là, pendant ces 2 dernières années, on a vu à quel point ils étaient importants et surtout à quel point on n'estime pas enfin, les puissances qui nous dirigent, parce que c'est pas vrai. On estime les artistes à leur juste valeur. Je pense juste que la paire de connards qui est en haut, pardon, connards et connasses, inclusif, qui est en haut, eux, c'est pas leur priorité de sauver l'art, parce que ce monde merdique dont nous on essaie de se barrer, eux, c'est grâce à lui qui subsiste, qu'il et elle subsiste. Ouais, je pense que les artistes sont très 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 importants au fait que nous, pauvres grands singes tout noyés dans nos émotions que nous sommes, ils participent, ils jouent un rôle très très important dans le fait qu'on ne vrille pas complètement et qu'on ne finisse pas complètement aliéné justement par un rythme métro, boulot, dodo, le travail c'est une valeur. Non, c'est important de cultiver nos imaginaires pour continuer à évoluer en tant que personne, individu, justement, comme on disait dans le premier podcast. Ouais. C'est... Ouais, enfin, voilà. Je pense que ça sert à ça, les artistes. Ok, merci. Merci beaucoup pour cette réponse qui ose aller dans le négatif vrai et voilà, parce qu'on n'est pas juste dans un podcast de la vie, c'est chouette. C'est du vrai et c'est ça qui nous plaît, quoi. Et dernière question, pour clore, comme pour faire une conclusion ouverte quand on était en L. Est-ce que tu as une cause sociale qui te tient à cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager? Un truc que tu as envie, maintenant que tu peux être écouté par un grand public? J'en ai plein. Dit-elle en se frottant les mains. J'en ai plein. Alors, déjà, je vais essayer de faire de manière concise. J'ai toujours été, je me suis toujours senti très très concerné par les luttes sociales. Je suis fille de militants gauchos, donc voilà, j'ai toujours baigné là-dedans, déjà gamine, et en grandissant, il s'est avéré que j'ai pris conscience et j'ai pris conscience de faire partie de certaines minorités et j'ai ressenti surtout l'oppression venant d'en face. C'est passé. Enfin, je suis racisé, je suis trans, je suis lesbienne. Enfin, donc voilà, c'est donc ouais, il y a beaucoup de causes qui me tiennent à cœur et aujourd'hui j'ai un petit peu et je reprends de plus en plus fort euh, le militantisme actif. Justement, j'ai envie le monde il est pas beau. Le monde il est pas beau pour des personnes comme nous. Il veut pas nous accepter. Il veut pas qu'on ait de travail. Il veut pas qu'on ait de logement.
on se retrouve à être travailleuse du sexe et à vivre dans des squats. Enfin voilà, le monde il est pas beau pour nos communautés, euh, et les changements qu'il y a à faire sont tellement lourds et et on n'arrive pas à s'entendre surtout. On est énormément à vouloir la même chose, on est énormément à vouloir que le système change pour qu'il soit plus égalitaire pour tout le monde. Et pour autant, on continue de fignoler sur le pass sanitaire, le vaccin, le masque, le voile. Vous voulez pas qu'on brûle tout et qu'on discute après? Enfin, je sais pas. Ok, repartir à zéro, quoi. Voilà, ensuite on verra pour les détails dont on s'en fout en fait. Mais enfin voilà, le monde il est pas si joli que ça. Il est, il a pas, il a pas, il a pas tant envie de nous que ça, et pourtant on est là. Et je pense que c'est important de se battre quand même. En tout cas, moi j'ai décidé que j'allais quand même essayer de tirer ma flèche, comme je disais tout à l'heure. Parce que c'est juste un moyen de. C'est pas une reddition, c'est un moyen de continuer à survivre, c'est un moyen de se battre, c'est un moyen de résister. Euh, il faut continuer à vivre parce que le monde ne veut pas qu'on vive et si on se laisse pas faire nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Et, 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 et mourir lentement pour nos communautés, pour les femmes, pour les racisés, pour les trans, les PD, les queens, c'est dans un monde comme celui-là, je pense que c'est pas du tout une mort agréable. Et, euh, et c'est important de continuer à, même si les gens veulent pas de nous, c'est important de continuer à exister entre nous. Tant pis, ils veulent pas. Ben, nous on se retrouve et, et on vit quand même. Et voilà. Et si un jour il faut tout cramer, ben il y a des personnes qui le feront. Et s'il y a des personnes à qui ça fait peur, et ben il n'y a pas peur. Il y a des personnes qui auront pas peur de le faire elles. En ce moment, il y a le débat public qui est en train de faire extrêmement peur. Les rhétoriques d'extrême droite et les idées d'extrême droite sont en train de se répandre et de gagner et de gagner en crédibilité. Enfin, on en parle partout. On parle de wokisme, on parle d'islamo-gauchisme et d'autres trucs inventés comme ça qui veulent rien dire et qui sont juste là pour discréditer les idées progressistes. Alors que et ça arrive à entrer dans le débat public, ça arrive à entrer dans le vocabulaire du débat public. Et ça fait peur ce qui se passe aujourd'hui. En France, ouais, mais dans le monde aussi. Enfin, quand on voit que la Chine est en train de se renfermer sur elle-même, la Chine crée des centrales charbon, elle fait planquer de la bouffe à ses habitants. Enfin, ils préparent peut-être. Enfin, je sais pas, mais ça ferait peur que la Chine se ferme complètement pour le monde entier. Enfin, ça fait extrêmement peur ce qui se passe, et donc je pense que c'est extrêmement grave ce qui se produit tout autour de nous. Toutes nos luttes sont en train d'être discréditées même des manières les plus ridicules possibles par les personnes qui nous dirigent. Et donc je pense qu'en fait, la meilleure solution aujourd'hui, c'est continuer à nous rassembler entre nous et d'exister et de se dire que ils vont essayer de nous tuer de toute façon. Autant on se tient la main, nous, quand ça arrivera. Ouais, c'est malheureux, mais il y a toujours eu une crainte de l'inconnu, il y a toujours eu une crainte du nouveau et c'est pas nouveau en fait. C'est des luttes qui sont là depuis des années, mais qui avancent tout doucement. Et c'est pour ça que c'est très important d'aller voter, par exemple, d'aller manifester, d'aller ouais, de lever ce point et de
et de se montrer, d'être là, d'oser. Et c'est pour ça que je suis grave contente qu'on t'ait invité et que t'aies accepté pour ce podcast, parce que effectivement, c'est ça qu'on veut. C'est donner la parole à des gens qui ne l'ont pas en général, à des gens que malheureusement on n'écoute qu'à moitié et que voilà, après je dis comme dit mon père, on est un con, mais c'est le on général en fait c'est l'inconnu qui fait peur. C'est qu'à partir du moment où tu te rends compte que tu fais tes petites recherches de ton côté. Moi après je vis aussi dans un monde de lutte à mon échelle, à ma façon, pas sur les mêmes sujets que toi, mais sur l'importance quand même d'ouvrir sa gueule, en fait. La description du podcast, c'est des femmes non-binaires, trans et cis qui en ont marre de se la fermer, quoi. Et c'est ça, voilà, ouvrons-la, osons l'ouvrir, parce que si toi t'oses l'ouvrir, ta voisine osera l'ouvrir, ton voisin osera l'ouvrir, la personne non-binaire, la personne trans, la personne, on s'en fout en fait. Euh, Tu as une bouche, tu as un cerveau, tu as un cœur, et dis ce que tu as à dire, parce que on ne va pas t'écouter jusqu'à ce qu'on t'écoute. Et c'est une phrase qui a l'air d'être débile, mais c'est s'il y a quelqu'un qui l'ouvre et s'il y a quelqu'un qui ose, ça va lancer un mouvement peu à peu, et rien n'est fait pour rien. Moi, je crois que t'as toujours possibilité ou de trouver une main tendue qui t'aidera à faire les choses, ou de toi-même faire les choses et de rajouter ta pierre à l'édifice, et que ça avance. Parce que, voilà, après, moi, j'ai de la chance, je vis énormément de gratitude et je ressens énormément j'ai envie de remercier toutes les personnes qui ont fait partie de ma vie, parce que ça a été des enfoirés, ou que ça a été des personnes belles et saines et qui ont envie de donner de l'amour et du bonheur, et voilà. Elles ont forcément servi à quelque chose d'une façon ou d'une autre dans ma vie, et c'est en ça que voilà, des personnes hurt people, healed people, tu vois, genre c'est les personnes qui vont pas bien vont émaner du négatif et ne vont elles euh, vont faire du mal aux autres. Des personnes à qui on a fait du mal vont faire du mal aux autres parce qu'elles ne savent pas faire autrement. Et des personnes qui sont guéries, qui sont en accord avec elles-mêmes, vont pouvoir s'entraider et se tenir la main, comme tu disais. Et voilà, donc c'est pour ça que effectivement, c'est c'est trop bien ce qui arrive. En même temps, c'est très dur ce qui arrive. Il y a toujours eu un chaos dans le monde. Je crois qu'il y a toujours eu un peu de tout. Ça dépend où tu regardes. Moi, j'ai décidé de regarder que le bon. Malheureusement, c'est pas toujours une bonne solution. C'est pour ça que je fais ce podcast aussi, pour avoir ça en face de moi, et pour avoir des conversations avec des gens qui n'ont pas vécu du tout les mêmes vies que moi, et c'est ça qui est hyper enrichissant. Le monde est fait de ça, le monde est fait de plein de briques qui ne sont pas du tout de la même forme, de la même taille, de la même couleur, de la même... On s'en branle, en fait. C'est ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, et moi, je crois que ce que je vois, et je m'entoure de gens qui croient ça, et qui croient que ça avance, et qui croient que pour pour les personnes LGBT, pour les personnes qui font partie des minorités d'une façon ou d'une autre. Je crois que vous n'êtes... Minorité, c'est pas le bon mot, parce que vous n'êtes pas des minorités. Non, c'est vrai. Alors dans ces cas-là, je suis aussi une minorité à ma façon, dans ma façon de voir le monde, dans ma façon... je crois qu'on est tous des individus qui peuvent se compléter, et qu'on est tous légitimes à ouvrir notre gueule. Voilà. Mais on l'est. Enfin, tu disais qu'on n'est pas des minorités. C'est vrai. Il y a plus de personnes trans en France que de personnes qui seraient susceptibles de payer l'ISF si jamais on l'avait pas enlevé, tu vois. Oui, voilà.
Donc il y a des minorités de Donc partout. on peut brûler les riches, on est en majorité, tu vois. Mais oui, il y a quelque chose qui a l'air de fonctionner, c'est de faire les choses en dehors, de faire les choses à part. De... On a très bien vu que ça fonctionnait avec les scandales de réunions non mixtes, par exemple. Organiser un événement non mixte sans mec cis hétéro, et vous allez voir que vous allez en avoir plein qui vont venir ramper pour savoir pourquoi ils n'ont pas le droit de venir. Le fait de construire en dehors des personnes qui oppressent, c'est un moyen pour nous tellement plus efficace de nous faire entendre plutôt que d'essayer de leur gueuler ce qui va pas. Non, vous voulez pas qu'on le fasse avec vous, ben on va le faire sans vous. Oui, c'est ça. Puis vous verrez ce que ça fait si vous êtes mis à part. Malheureusement, c'est la solution à... Ouais, mettre à part celui qui t'a mis à part, c'est jamais bien une bonne idée, mais ça lui fait tout le temps une petite claque pour qu'il comprenne ce que c'est que le quotidien. C'est pas forcément le mettre à part, c'est eux qui veulent nous mettre à part. Oui, justement. Et ben, soit. C'est ce que je disais tout à l'heure, s'ils veulent pas de nous, bah, ils veulent pas de nous. Au bout d'un moment, si on arrêtait de les forcer, bon, on verrait bien qu'on finirait par leur manquer. Par contre, est-ce que nous, ça nous manquerait? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas forcément la réponse. Enfin, si, je crois que je l'ai, mais je crois que ça plairait pas justement aux autres. À qui, du coup? À ces personnes qui voudraient nous exclure. Parce que je pense que justement, ce monde d'avant ne manquerait pas à nous. Le fait, les réunions non mixtes, le fait, on est exclu socialement par des lois, par des codes, par des normes, par des représentations artistiques. Tiens, il y a plein de trucs qui oppressent tout un tas de populations à travers le monde et qui cherchent à les exclure de la norme. Ben, si jamais on acceptait cette exclusion et qu'on se rassemblait en dehors de cette norme, ben, je pense qu'il y aurait une forme de monde d'après qui se construirait naturellement et dans laquelle naturellement tout le monde trouverait sa place parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas naturel. Le système dans lequel on est construit, le système construit dans lequel on évolue aujourd'hui n'est pas naturel. Et si on se retrouvait en dehors dans une espèce de chaos dans lequel on a un petit peu tout déconstruit, enfin en tout cas le maximum de choses qu'on a pu, ben on se trouverait de manière beaucoup plus saine les uns les unes les autres. À voir, à essayer. Encore faut-il qu'on arrive à se foutre d'accord, et ça a pas l'air d'être simple non plus aujourd'hui. Ah, mais il y a de plus en plus enfin, j'aime pas généraliser comme ça, mais je me rends compte qu'il y a, même si c'est maladroit, parce que les humains sont maladroits, c'est de plus en plus d'alliés à la cause, et il y a, en tout cas, je parle de la cause LGBT, et voilà, après, on parlait de plein d'autres, encore une fois, entre gros guillemets, minorités. Enfin, dis-moi si ça te met mal à l'aise que je mette entre guillemets la minorité, parce que moi j'ai pas l'impression que vous êtes des minorités encore une fois, et que enfin, je fais partie aussi du monde LGBT, je fais partie d'autres castes. Non, mais c'est un mot valise qui est plus ou moins compréhensible. Ça, c'est peut-être un peu un abus de langage, mais je pense que c'est quand même assez compréhensible de dire minorité quand on comprend minorité oppressée. Quoi. Oui, ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est surtout les laissés pour compte, les personnes qui ne rentrent pas forcément naturellement dans la Constitution et dans les lois, et dans le fait que pour tout faire, pour certaines minorités, c'est une galère, alors que pour une personne blanche, cis, privilégiée, c'est son quotidien et c'est ok. Voilà, que tout devienne un combat,
effectivement, je comprends absolument que ça doit être épuisant et c'est pour ça que, encore une fois, l'importance de donner la parole à des personnes qui ont envie de dire déconstruisez-vous tous, toutes les personnes qui nous écoutent, déconstruisez-vous. En fait, à partir du moment où tu te rends compte que tu as plein de choses à apprendre, t'auras accepté ça, et je suis encore maladroite pour plein de choses, je suis encore en train d'apprendre plein de choses, mais c'est en m'entourant de personnes qui n'ont pas du tout la même vie que moi, que je me rends compte que déjà des privilèges que j'ai, et prendre en compte les privilèges que tu as, c'est s'ouvrir à accepter que tu as plein d'autres choses à apprendre et que ta vie n'est pas comment on appelle ça, ne t'est pas due, en fait. Elle est C'est pas acquis. merci. Ouais. Elle n'est pas acquise telle qu'elle et figée dans le temps de je serai toujours le haut de la pyramide, moi, homme blanc, cis, privilégié, qui n'a jamais eu aucun problème dans la vie, à part peut-être, malheureusement, la perte d'un proche ou un accident de voiture, ou que sais-je. Pour plein d'autres personnes, vivre, c'est déjà un combat. Donc effectivement, déconstruisez-vous. Rendez-vous compte que l'homme n'est pas binaire, que rien n'a jamais été binaire, en fait. C'est facile d'avoir mis ça comme mot et d'avoir rangé dans des petites cases les gens, mais personne n'a jamais été dans des cases. C'est qu'au bout d'un moment, on s'auto-persuade qu'on est dans une case et qu'on est fait de plein de petites cases, etc. Mais regardez le chaos magnifique qu'est la nature. On est nature, en fait. À la base, on est là-dedans, et on n'a pas du tout les maisons et les produits électroniques, etc. qu'on a maintenant. On fait partie de la nature, donc nous sommes des êtres vivants, évoluants, procréants et mourants. Donc effectivement, je crois que tout ce qu'on a étudié jusque-là, on a toujours voulu y mettre une définition, toujours voulu mettre des mots dessus, mais je crois que déjà, enfin moi c'est mon point de vue, mais je crois qu'il faut même déconstruire le fait de vouloir ranger les gens dans des castes, dans des mots, dans des définitions. Oui. On n'est pas des mots. Bien sûr. Voilà, en plus, on est constamment en évolution. Le monde l'est aussi. Donc maintenant, tu es différent de qui tu es maintenant. tu seras toujours un humain évoluant, changeant et tout. Donc voilà, encore une fois, toi qui nous écoutes, déconstruis-toi, rends-toi compte de tout ce que tu as à apprendre. Et c'est trop cool, parce qu'à partir du moment où tu te rends compte de tout ce que tu as à apprendre, tu t'ouvres à une possibilité infinie de moments de vie, d'expériences, de rencontres, de choses magnifiques, quoi. Mais déconstruis-toi avant, avant ou pendant, ou bref, commence à un moment ou un autre. Il faut le faire. Ouais. C'est important. Aujourd'hui, c'est très très important. Il en va de nos rapports humains à l'échelle d'espèce, je pense. Oui, parce qu'on voit très très bien que la pensée se libère, les luttes sociales sont en train de gagner de l'écho de plus en plus. Et les moyens qu'opposent à ça les populations qui ont oppressé toutes ces autres populations pendant des siècles, voire des millénaires, ces gens-là ont comme réponse des choses absurdes. Enfin, ça donne peut-être un indice d'à quel point est-ce qu'ils sentent que leur domination arrive sur
leur domination arrive sur la fin. En tout cas, on a fini par pointer quelque chose de fragile chez elles. Ouais. Et qu'ils en ont peur, tout simplement. Bien sûr. Et qu'il s'agirait peut-être de ne pas les décevoir, qui sait. Oui, et puis de toute façon, c'est le premier pas. C'est le premier pas. C'est quand, à partir du moment où t'as rendu leur château un peu friable, là c'est bon, tu peux avancer et tu peux créer plein d'autres choses avec ces personnes-là qui ont toujours été, encore une fois ça généralise, mais qui ont toujours été sur des magnifiques piédestals que maintenant il faut les défoncer. Comment pouvons-nous finir ça? Est-ce que on parlait du coup de déconstruction? Euh, S'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a envie de faire partie des alliés ou qui fait partie des LGBT mais qui est au début de son chemin psychologique et politique et à plein de niveaux, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Une lecture ou un Instagram ou un blog ou que sais-je? Un truc pour commencer. Quel serait le premier pas à mettre en place Euh, je pense que, alors, c'est pas forcément le premier pas. J'aurais du mal à conseiller pour ces personnes-là. Déjà, le chemin va être compliqué. Il va être plein de prises de conscience sombres. Ça va être dur. Et donc, je pense que conseiller un livre ou un compte Instagram, c'est clairement pas suffisant. Il y en a plein. Il y en a plein. Vous pouvez suivre Tan Polyvalence sur Instagram, qui travailleuse du sexe, sexologue, personne très très lumineuse. C'est tan.polyvalence sur Instagram. Voilà. Enfin, il y en a, il y a des bouquins. En bouquin, je conseillerais Queer Ultraviolence de la bande d'Achristi. Alors je l'ai lu que sous forme de brochure, mais il existe sous forme de livre, de roman, enfin, de bouquin en entier. C'est un essai. Et ça parle d'insurrection queer, en fait, d'histoire, de pensée, d'idéologie, d'identité, de, d'orientation sexuelle, de politique. Ça parle d'énormément de choses. Euh, il y a des lectures, il y a des comptes Instagram, mais je pense que ce qui est le plus important à faire pour ces personnes qui sont en début de transition, en début de prise de conscience, euh, ce qui est vraiment important, c'est de vous entourer de personnes vraiment physiquement qui vous ressemblent et qui vous font ressentir que vos idées sont légitimes, que vos idées sont partagées, que la vision que vous avez du monde, elle est pas folle, qu'il y a des gens qui la partagent et qu'il y a des gens qui ont envie que vous soyez là avec eux. Ce qui est important, c'est de se regrouper avec ce genre de personnes. Ouais. Quand on est seul, on peut passer par des bouquins, on peut passer par des comptes Instagram, on peut passer par plein de trucs. Mais ce qui est vraiment important au final, c'est de trouver des gens. C'est de construire un cercle, entre guillemets. Voilà, trouver des gens qui vont vous faire ressentir que ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ça existe. C'est pas que vous n'êtes pas fou, folle, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas extrémiste, vous n'êtes pas radicalo. Ouais. Non, il y a des gens qui vous ressemblent. Il y en a. Elles sont planquées parce qu'aujourd'hui, c'est des communautés qui, des fois, doivent vivre cachées pour vivre, tout simplement. Mais elles sont là, ces personnes-là. Et des fois, c'est dur de les trouver, mais il ne faut pas renoncer. Il faut absolument les chercher, il faut absolument les trouver. Et il faut vous en entourer parce que c'est comme ça qu'on survit le mieux. C'est avec des gens autour de nous. Les livres et les comptes Instagram, ça va pour un temps. Il y a j'aurais envie juste voilà. Il y a un vers d'un poème que j'aime beaucoup d'une poétesse qui s'appelle Nel Pagès, qui dit: Trouve une meute, mais d'électrons libres.
C'est voilà, trouver des gens qui vous ressemblent, mais des gens avec leur individualité et conserver la vôtre aussi. Parce que vous êtes vous-même un univers. Chaque personne a son propre univers. Mais on est quand même foutus pour fonctionner ensemble. Eh oui. Et c'est dur, mais ce qui aide le mieux à survivre, je pense, c'est d'arriver à chercher un écosystème. En tout cas, cet équilibre entre les deux. Ok, trop bien. Mais quelle fin pleine de poésie. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. On va pouvoir se quitter avec la belle Astrée qui a été hyper inspirante. Merci. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est forcément un moment pas facile à passer, mais qui va vous créer plein de belles choses et où vous allez pouvoir ouvrir des portes que vous n'avez même pas imaginées au début de votre chemin, quoi. Donc voilà, c'était hyper inspirant, hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop cool, ouais. Ouais, non, ça fait énormément du bien. Trop bien. Merci de t'être confié. Merci pour ce beau moment. Mais avec plaisir. Vous venez d'écouter un épisode d'Hystériquement Vôtre. Et pour les petits chanceux comme vous qui avez écouté jusqu'à la fin, déjà on vous remercie beaucoup et on vous offre une petite surprise. Chantée par Léa Diane. Slow down, you're crazy child. You're so ambitious for a juvenile. Then if you're so smart, then tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You've got so much to do and only so many hours in a day. When the truth is told that you can get what you want or you can just get old, you're gonna kick up before you even get halfway through. When will you realize you cannot wait for you? Slow down, you're doing fine. Can be everything you want before your time. Although we're so romantic on the borderline tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself. You've got what you need. That's all you can see when you're wrong. You know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, got your pride, but you don't know that only fools are satisfied. Dream on, but don't imagine they'll all come through. When will you realize you're not waits for you? Child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. When will you realize piano waits for you? Oh, do you know that when the truth is told that you can get what you want or you can just get old, you're gonna kick up before you even get halfway through. Why don't you realize cannot wait for you? When will you realize Vienna waits for you?